On va vous parler de la démarche de reverser, de pourquoi en fait le groupe BPCE a décidé de lancer sa démarche de reversement et pourquoi on l'a fait avec l'Inagora et comment on l'a fait. Avec Raoul, si tu veux te présenter. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Raoul Delpech, je travaille pour la société l'Inagora, je dirige l'activité de conseil et l'activité de support. Et donc à ce titre-là, j'accompagne des groupes, comme ça a été le cas pour Florian avec le groupe BPCE, dans leur démarche d'adoption et de reversement de code open source. Et donc moi, Florent Caringi, et aujourd'hui, maintenant, avec Aurélien qui est dans la salle, on s'occupe de la démarche open source pour le groupe BPCE et j'ai des activités plutôt sur la partie big data et architecture pour le groupe, moi. Et aujourd'hui, on va vous parler un peu de la démarche, en fait. Pourquoi, en fait, on s'est lancé et ça va faire une belle caisse de résonance à la conf qu'il y a eu juste avant. Parce que la conf qui était juste avant, vous avez des entreprises qui ont déjà un OSPO, qui ont une expérience, qui ont 5 ans d'ancienneté derrière. Alors que finalement, nous, on a 1 an. Et pour la petite histoire, en fait, tout a démarré quand on est venu au salon. Parce qu'on venait juste de rejoindre l'Autosite, on est passé au salon comme ça, avec des grands yeux. Et en fait, on a rencontré l'Inagora. Après, il y a eu et les retours d'expérience de la Maïf et autres, et on s'est dit, mais tiens, pourquoi nous aussi, on reverse pas du code, en fait? Parce que nous aussi, on est utilisateurs d'open source et on s'en rend pas compte au quotidien. Bon, je vous passe rapidement les groupes BPCE, c'est juste les banques populaires et les caisses d'épargne derrière, mais je fais ça comme ça, la com, elle est contente et elle valide les slides. Tu peux passer. Donc, en fait, à chaque fois, nous, on démarre comme ça. En fait, on explique simplement dans notre groupe. Ça, c'est les mêmes planches qu'on utilise à chaque fois en interne quand on veut expliquer la démarche, mais finalement, l'open source, on rappelle juste que derrière, c'est une licence. Donc, ça mêle du juridique et du tech. Et ça, c'est un point primordial quand on veut lancer une démarche open source. C'est que ce n'est pas juste deux geeks qui vont pouvoir le faire, mais qu'il faut pouvoir associer différentes composantes de l'entreprise qu'on n'associe pas forcément tout le temps ou si aisément que ça. Quel le juridique, les techs, la communication et les RH aussi. Vous allez voir pourquoi. On a pas mal d'enjeux derrière. Et c'est ce qu'on a décidé de faire quand on s'est lancé. Et avec les 3 mots-clés, finalement, l'idée, c'est qu'on utilise de l'open source, on contribue et on crée des projets normalement. Juste une toute petite remarque. Avec Florian, comme avec le reste des équipes, ce qu'on a constaté, c'est que le groupe s'inscrit dans une tendance vraiment au reversement. C'est-à-dire que quand moi, je suis dans mes premières années de consultant, quand on nous parlait de reversement, c'était vraiment le dernier étage de la fusée. Une fois qu'on avait mené des grands chantiers de transformation, une fois qu'on avait lancé les chantiers d'adoption de PostgreSQL, qu'on s'était débarrassé d'Oracle, qu'on avait commencé à travailler sur toutes ces infras. Maintenant, c'est complètement différent. Et donc, il y a des organisations qui viennent parce qu'ils veulent tout de suite pousser du code, tout de suite contribuer, tout de suite se lier à une fondation, tout de suite se poser des questions un peu différentes. Et en fait, pas être lié dans ces chantiers-là au chantier de transfo. Donc on en fait des sujets de com, on en fait des sujets de recrutement, d'attractivité tout de suite. Et justement, la question, c'est pourquoi on fait ça. En plus, nous, on a eu de la chance, c'est que quelque chose qui a pu alimenter la démarche, je dirais, et l'alimenter fortement, c'est qu'en fait, avant de démarrer carrément la démarche de reversement, en fait, on a rejoint le TOSIT. On a rejoint le TOSIT par curiosité par rapport à certains projets qui étaient en cours de développement côté TOSIT. Et donc, en fait, on a eu le TOSIT comme une caisse de résonance sur plusieurs aspects. Et finalement, quand on parle de l'open source, donc c'est utiliser de l'open source, ça finalement on l'utilise au quotidien. Comme le disait Nicolas juste avant, c'est inévitable. Finalement, on contribuait, mais au sens plutôt personne qui allait collaborer avec certains, discuter dans un écosystème open source. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on reverse. Et pourquoi on s'est dit qu'on allait reverser ? Parce que finalement, on voudrait jouer quand même un rôle de player dans cet écosystème-là. Et en fait, on pourrait se dire, pourquoi vous ne contribuez pas ? En fait, c'est simple, on a voulu contribuer, sauf que en fait, la première question qu'on nous a posée, c'est vous allez contribuer comment, en fait, les gars vous faites comment pour reverser du code avec toutes les contraintes du groupe, la sécurité qu'a validé, le déploiement de code sur un GitHub extérieur, etc. Là, on s'est dit, oui, en fait, avant de démarrer la contribution, il faut qu'on démarre le reversement. Donc, on l'a pris via un autre bout. Parce que, en fait, il fallait qu'on mette en place toutes les règles pour reverser du code, pour avoir la chaîne de DevOps sécurisée, l'accord des RH sur la contribution à l'extérieur, et le juridique pour se mettre d'accord sur quelle typologie de licence et la propriété intellectuelle du groupe qu'on allait ressortir. Donc c'est pour ça qu'on a démarré plutôt par le create avant finalement le contribute, et le contribute on le garde sous cette thématique TOSIT. Par rapport à ce qui se faisait avant, ce que l'on constate, c'est que par rapport à certaines boîtes qui voulaient juste faire le create mais sans se poser de questions en disant déjà on va arriver à reverser du code, ça va être formidable, la démarche du groupe BPCE c'était plus d'arriver à faire une forme de benchmark en interne et puis aussi sur les attentes du marché pour dire on va reverser du code mais
C'est pas juste pour se dire on reverse, quoi. On va faire quelque chose d'utile en fait pour le marché et qui répond aux attentes aussi en interne. Et justement, parce que donc il y a le premier point, c'est celui-là qu'on va aborder juste après, et donc nous finalement on s'est dit on va le prendre par la démarche du reversement parce qu'on veut que ça soit un cercle. Donc ça c'est une planche que j'ai pompée à l'Inagora, merci. Et c'est qu'on va faire, en fait on va l'utiliser comme un cercle, et on s'est dit qu'on va le démarrer avec l'Inagora comme partenaire en fait avec lequel on aille construire ces démarches de reversement. Et ces démarches de reversement, on s'en rend compte petit à petit en fait qu'elle amène les autres. C'est assez bête et méchant, mais parce que quand vous commencez à reverser du code, vous vous posez les questions sur, en fait, comment je dois gérer en fait les checklists d'usage de mon code, comment j'amène en fait le développeur à bien développer pour reverser, comment finalement au niveau des achats, quand je veux avoir une stratégie d'acquisition de l'open source, en fait, c'est qu'on doit se poser quoi comme question de licence, etc. Donc en fait, par le biais du reversement, on a commencé à amener d'autres sujets qui vont tirer petit à petit comment je pourrais dire ça, l'open source au sens large de l'entreprise. Et donc nos objectifs, ils étaient assez simples. Je dirais qu'on s'est quand même inspiré de ceux qui étaient autour de la table au niveau du TOSIT. Contribuer à des projets, valoriser et fédérer. L'idée, c'était ça. C'était les 3 gros mots-clés dans l'entreprise. C'était de se dire, en fait, c'est un peu bizarre, mais on accepte sur LinkedIn que l'executive management, n'importe qui d'une entreprise publie en fait des informations qu'on pourrait considérer presque comme un peu confidentielles. Certains gros projets, une réussite personnelle, le fait qu'on participe à tel événement, qu'on a réussi tel truc. Finalement, pour le développeur, quand on n'a pas la possibilité de reverser, comment un développeur peut mettre en avant finalement ce qu'il a fait? Donc on s'est dit, la développeur, c'est quand même la force d'une entreprise aujourd'hui, surtout qu'on est de plus en plus de toute façon tous technologiques. Donc le point central, c'est de se dire, si on veut recruter, avant même de dire qu'on va recruter via ça, en fait, il faut valoriser l'expertise qu'on fait, il faut valoriser nos développeurs. Et en fait, en valorisant les développeurs, vous valorisez des expertises qui vont derrière vous amener à recruter. Et ça, c'était le cœur, j'ai envie de dire, de nos objectifs de reverser. Derrière, fédérer des communautés sur certains sujets. Et ce que tu disais, c'est qu'on n'a pas choisi des sujets pour dire, c'est cool, on reverse. Là, il y a un premier sujet sur l'API, parce qu'on a eu la chance d'avoir plutôt des personnes qui ont travaillé au sein des communautés API de manière large, et on a vu qu'il y avait un petit manque. On a un sujet aussi sur l'impact carbone d'un collaborateur dans une entreprise. Ça, on a pu discuter justement avec le TOSIT sur le chantier en fait, du numérique responsable. On se rend compte que ça peut avoir un écho. Donc l'idée, c'est de choper des choses qui vont avoir un vrai écho et pour les envoyer et pour en fait reverser. Pas juste en fait reverser pour reverser, juste dire voilà, coucou, on a un GitHub, venez, c'est super, mettez un like. Mais non, l'idée, c'est d'avoir des projets qui ont un sens. Ce dont on ne se rend pas bien compte, hein, forcément, au premier abord, c'est que la démarche d'un groupe comme le groupe BPCE, qui est un grand groupe bancaire, pour reverser, c'est quand même une des boîtes qui, par nature, a la plus forte aversion en fait, à la diffusion d'informations, à la fuite d'informations. Donc tout l'enjeu réussi, en tout cas de ce que je crois moi, en cours de réussite, voilà, c'est d'arriver à avoir pour un framework qui soit vraiment pertinent pour objectiver toute la prise de décision, de savoir quels sont les projets qui sont éligibles au reversement, pourquoi, et puis une fois qu'on a pris la décision, comment est-ce qu'on fait en fait du début à la fin. Et donc justement, dans le framework de décision, les 4 challenges qu'on a un peu finalement mis sur la table, et c'est ça qui est intéressant avec l'Inagora, c'est que l'idée, le chantier finalement de se dire, on publie juste j'ai envie de dire, un livre avec des grandes lignes, ça ne servait pas à grand chose. Finalement, avec l'Inagora, la chose qu'on a fait surtout le plus, c'est ce que j'appelle en fait casser des verrous. Et les premiers verrous, ils étaient simples. Les premières questions qu'on nous a posées quand on a voulu reverser, c'est sur la sécurité, mais ce qui est normal. Aujourd'hui, sur vos repos en interne, vous maîtrisez la sécurité, vous maîtrisez qui a accès en lecture ou en écriture à vos repos. Donc première question, par exemple, de l'équipe sécurité, c'est comment on gère pour redonner l'accès en lecture au repo GitHub. Donc nous, on s'est arrêté 10 secondes avec Aurélien, on les a regardés, on a dit mais attendez, là on est là pour open sourcer, donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas de sécurité sur les repos. Et donc c'est des questions comme ça qu'on a commencé en fait avec l'Inagora à traiter, c'est sur la sécurité, c'est sur l'aspect juridique, c'est sur l'aspect des licences, c'est l'aspect RH aussi, comment on gère les collaborateurs demain, quel type de documents on leur fait signer pour se protéger, c'est des enjeux de gouvernance. Parce qu'en fait, on ne peut pas accompagner tout le monde. En fait, si vous lâchez la possibilité à tout le monde de se mettre sur GitHub, comment vous maîtrisez qu'est-ce qui est publié sur votre repo en fait, demain? Donc l'idée, c'est de la comitologie aussi. Et des aspects juridiques hyper importants. Et de la propriété intellectuelle. Et surtout, amener les juristes. Et je pense que ça, c'est un des premiers gros projets qu'on a comme ça. Amener les juristes en fait, à collaborer directement avec une équipe technique, et avec des développeurs, qui les mettre dedans, leur disant alors nous, on va publier ça, c'est quoi un logiciel? Enfin, répondre à la question, c'est quoi un logiciel?
Oui, et donc c'est pas mal parce que ça a commencé à casser pas mal de barrières par l'apport de l'Inagora, d'amener aussi des personnes qui connaissaient, qui savaient faire, et aussi grâce au TOSIT qui a permis aussi d'accélérer des fois des réponses à certaines questions et de voir par exemple des réussites comme la Maïf, la Sogé, parce que la Sogé c'est une banque, la Maïf assurance, et d'un coup on se dit dans le même secteur, il y a des choses qui sont hyper intéressantes à faire et autres, et donc ça donne envie au management de se dire ok, on y va un peu plus loin, step by step. Bon, ce qu'on sait aussi, c'est que le marché est suffisamment mature pour qu'on sache que le fond de la matière, que ce soit les sujets juridiques, les sujets de sécurité, ça apparaît comme étant moins compliqué qu'avant, à raison. Mais en revanche, trouver des interlocuteurs qui sont capables d'aller voir en interne pour convaincre en fait, les juristes de travailler avec les devs sans appréhension et réciproquement, c'est là, en fait, c'est dans les organisations avec lesquelles on bosse qu'on va trouver en fait, un peu de complexité pour faire en sorte que ça prenne, quoi. Il y a eu le projet avec vous. Donc en fait, j'ai envie de dire, on va aller rapidement parce que je vois qu'il ne reste plus que 5 minutes, mais ce qui est important, je pense, c'est aussi les livrables qu'il y a eu à la fin. Donc justement, en fait, en cette semaine, on s'est dit, l'idée qu'on a eu avec Raoul, c'était de dire on va mettre tout le monde autour d'une table et on va commencer à casser les idées reçues, step by step. Alors, on n'a pas tout fini, mais je pense qu'on a fait le plus gros. Et justement, c'est les planches qui sont après, c'est les réussites. Déjà, la première réussite, je pense, et parce qu'elle est majeure, l'open source, c'est une licence. Donc, on a défini une licence, en fait. On a défini une licence par rapport à ce que nous, on voulait faire. Par rapport à concrètement, en tant que groupe BPCE, en tant que groupe des banques populaires et des caisses et banques mutualistes, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Qu'est-ce qu'on fait en tant que banque comme ça? On a dit, on n'est pas une entreprise logicielle, on souhaite donner et valoriser des expertises et donner à tout le monde la possibilité d'utiliser ça. Donc, on s'est dit qu'on va utiliser Apache V2 comme licence et MIT quand on aura du brevet, par exemple, sur la potentialité de la blockchain, quand on veut protéger certaines typologies de brevets à l'usage. Ce que vous voyez ici, c'est un petit outil qu'on a développé qui permet de faire des ateliers pour définir en fait la meilleure ou les meilleures licences les plus pertinentes, soit pour intégrer des briques tierces, soit pour reverser. Et concrètement, ça prend une demi-heure de comprendre l'intérêt et de prendre une décision derrière sur la suite de la mission. Finalement, le plus long, c'est de définir bien les critères avec le juridique et que le juridique, quand on dit non, mais ça on n'en veut pas ou ça on veut, qu'ils comprennent bien pourquoi on appuie sur tel ou tel bouton. Après, il y a le modèle de gouvernance. Ça, c'est par rapport à des retours d'expérience. Alors, on n'a pas d'OSPO. J'arrête tout de suite pour ceux qui vont se poser la question. On n'a pas encore un OSPO. Vous allez le voir à la fin. On a décidé de mettre en place des people qui vont assurer une expertise dans le groupe. Donc, on a décidé que l'open source, c'est une expertise. C'est une expertise pour accompagner. C'est une expertise qui va se décliner en deux facettes. Un comité opérationnel et un comité de suivi. Un comité opérationnel, c'est simple. En fait, quand on va avoir un premier projet qu'on aura choisi pour différentes raisons, parce que ça apporte l'expertise, parce qu'on va valoriser qu'est-ce qu'on voulait, etc., on l'accompagne. Et un comité de suivi, ce comité de suivi-là, il va servir à quoi? Il va servir de manière générale à redéfinir des fois les contours en fait, de l'organisation. Est-ce qu'on doit mettre une nouvelle personne dedans? Est-ce que finalement on ne fait pas appel à l'Inagora pour un besoin spécifique? Est-ce qu'on ne va pas revoir peut-être notre licence parce qu'il y a un nouveau besoin qui arrive? Donc c'est ce comité de suivi de manière globale. Et là, à chaque fois, il y a les différents acteurs qui, grâce en fait, à l'apport de l'Inagora, et je dirais de ces échanges qu'on a eu pendant 7 semaines, 8 semaines combinés, se sont finalement greffés à ce projet-là parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui a une fiche de poste marquée open source. C'est que des gens qui ont décidé de donner du temps pour. Et ça, c'est un point important. Et donc, cette fameuse chaîne de développement aussi, alors là, ça a été, on va dire qu'avec l'apport de la mission, on a plutôt cassé cet aspect de j'ai un repo, je dois maîtriser tout l'aspect sécurité autour du repo. Non, en fait, le repo, il est là pour que les gens viennent le lire. Donc, on ne va pas commencer à gérer des droits. Par contre, tous les besoins qu'il y avait en amont, c'était de se dire, on veut réutiliser la même chaîne DevOps qu'on a dans la maison. On veut pouvoir, en fait, juste déployer un code qu'on a produit, qui est sur un repo de chez nous, vers, en fait, un repo externe. Donc ça, c'est notre chaîne CI/CD, j'ai envie de dire très simple. Et si on va juste sur la slide d'après, et pour qu'on puisse terminer, finalement, on a juste dit, ok, on va décliner notre chaîne CI/CD, on va juste dédier quelque chose de très spécifique à l'open source, et on va le mettre sur un GitHub. Et sauf que toutes personnes qui voudront aller sur un GitHub, parce qu'on leur donne les outils pour, ils devront signer, justement. Alors ça, c'est pour récupérer les demandes de bugs. Et ils devront signer, en fait, ils auront un pack complet sur lequel ils devront signer la charte de contribution. Donc si tu vas juste après, il y a la charte de contribution. Ah non, reviens. Ouais, voilà, la fameuse charte de contribution qui est encore in progress, qu'on doit la faire valider avec les RH. Si tu reviens juste en arrière, 2 clics.
Et donc ce fameux starter pack de collaborateurs, la fameuse charte de contribution, parce qu'on vous donne la possibilité de publier sur GitHub, sauf qu'on vous donne la possibilité de publier sur GitHub avec des droits et des devoirs. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire que si on vous laisse le temps, si on vous accompagne, si on vous donne finalement de la ressource BPCE pour le faire, et ben derrière, vous devez venir ici, quand il y a un salon, quand il y a une demande, quand vous devez assurer votre communauté, vous devez assurer les releases, et vous vous engagez finalement comme un product manager à assurer votre produit. Là, on parle en produit, c'est plus juste un projet, c'est un produit open source qui valorise une expertise sur laquelle on a mis du temps et de l'argent. Donc vous venez et vous participez, il y a des droits et des devoirs, ça c'est un point important. Il y a les notes de découverte sur l'open source de l'Inagora aussi qu'on met à disposition, le kit de développeur qu'on a pu faire avec l'Inagora, donc le fameux comité pour accompagner et une architecture pour reverser. Donc finalement, ça c'est le starter pack qu'on a mis à dispo. Et donc le fameux SharePoint qui vient juste de sortir, qui va nous permettre via ça en fait d'avoir tous les documents, la fameuse liste que vous devez remplir avant de nous contacter, et finalement quand il y a une question, nous contacter. Et ça, il y en a beaucoup qui ont commencé à bien comprendre le bouton nous contacter. Donc là-dessus, ça marche plutôt pas mal. Et donc si on va juste sur la dernière slide, et aujourd'hui concrètement, au début on aurait pu se dire mais pourquoi pas un OSPO ? Et finalement on s'est dit non, on a un département d'expertise et de solutions comme une sorte de centre d'excellence ou de développement, et on va pas créer en fait un OSPO. On va considérer l'open source comme une expertise comme une autre dans la maison. On fait de la blockchain, on fait du big data, on fait de l'open source. Cette open source-là, on n'a pas pour but aujourd'hui de faire une gouvernance au sens de l'usage de l'open source. On va être là vraiment pour accompagner sur le reversement, la contribution à terme, et aider les gens à mieux appréhender ce que c'est que l'open source. Donc venir en fait le vulgariser, venir expliquer pourquoi on le fait et comment on le fait. Mais sur l'usage aujourd'hui de l'open source, et par exemple sur des projets comme ça a été mentionné par la Société Générale, par exemple de passer sur du Postgre et d'accompagner ce déploiement-là et de faire de l'économie, aujourd'hui ça n'a pas été le point. Aujourd'hui, nous c'est plutôt, on va être sur une expertise qu'on va essayer de valoriser, acculturer et amener les gens à aller justement porter des projets open source. Peut-être que dans un second temps, il y aura un OSPO parce qu'on y trouvera justement une raison plus importante et économique de mettre en place une gouvernance beaucoup plus, j'ai envie de dire, forte. Mais à date, on part sur une expertise où c'est un point important. Et ça, c'était pas gagné. Et ça, on doit remercier l'Inagora et des heures de discussion qu'on a pu avoir aussi avec notre juriste. Mais notre juriste s'associe donc à cette expertise-là. Et donc, on a bien une personne au sein du juridique qui est une personne qui est responsable de l'open source, comme nous on l'est avec Aurélien, et qui prend donc avec nous, en quelque sorte, la construction et la co-construction justement des comités, etc. Parce que comme je dis, on n'a pas une gouvernance, j'ai fait utiliser le mot, mais on est bien une sorte de relais d'expertise pour le groupe. Et donc là, ce que vous voyez, c'est finalement les activités de l'équipe. Donc c'est définir la mise en place de la stratégie, mise en place de la charte open source, identification des projets, continuer à être membre du TOSIT et justement actif, pas juste en écoute. Mise en place, donc là, les principaux enjeux qu'on va avoir cette année. Et par exemple, il y a la CIB Foundation qui aimerait mettre en place une plateforme open source, contribuer par exemple à la Trunk Data Platform qui est un des produits du TOSIT. Faire de la veille, l'évangélisation et donc l'outillage aussi. Et donc tout ça, c'est tout ce qu'on fait, les chaînes techniques et autres. Et donc c'est justement par cette mission avec l'Inagora, dans cet accompagnement de démarche, si je devais résumer la chose, finalement on a mis en place ces démarches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans cet écosystème-là. Qu'on le veuille ou non, on y est, c'est inévitable. J'aimais bien ce que disait Nicolas, je suis inévitable, on dirait Batman, mais c'est le cas de l'open source. Et par l'autosit, ça nous a permis de nous ouvrir les yeux et de se dire, mais oui, en fait, pourquoi on va comme d'habitude venir juste chercher des choses qu'on veut à l'extérieur et pourquoi pas on irait donner ce qu'on sait faire de mieux. Et donc, le management a été convaincu, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu les exemples du TOSIT, il y a aussi l'Inagora qui a bien pitché la chose, et on a su se dire qu'on va valoriser des choses. Donc on n'a pas pris l'open source par le biais de l'économie, mais par le biais de la valorisation. Donc c'est un peu une manière différente qu'on approche, j'ai envie de dire, l'open source dans un groupe. Quand vous avez pu voir tout à l'heure justement un peu les retours d'expérience qu'il y avait de Enedis, etc., souvent il y avait cet aspect économique. Nous, c'est vrai qu'on apporte par la brise valorisation. On n'a pas un OSPO, on va plutôt considérer que c'est une expertise. Mais finalement, on arrive à la fin à la même maturité, la même volonté de faire, j'ai envie de dire. Et nous, on espère justement atteindre cette maturité grâce au retour d'expérience du TOSIT et d'être accompagné comme des acteurs comme l'Inagora sur le futur. Donc voilà. Merci. Donc, si vous avez des questions, tu restes un moment sur le stand ou pas, TOSIT ou pas, toi ? Je rigole. Oui. Ouais. Parce que ils sont déjà en retard.
Donc, on a déjà, voilà, ils sont déjà pas trop à l'heure. Donc, non, on peut pas prendre de questions là parce qu'il y a Orange qui va arriver. Quoique, le temps qu'ils arrivent, vous avez le temps de répondre aux questions et j'installe Gilles. Il y a qui est-ce qui voulait une question? C'est une question très rapide. Tiens, attends, je vais chercher. Ouais, merci beaucoup. Non, je voulais demander en fait si le support. Merci beaucoup en fait pour la présentation. Et si le support est disponible en fait, vous le mettez en ligne ou quelque part? Oui, ouais. Ok, donc je pense que ce sera disponible à la fois sur le site de l'OSXP, mais je ne veux pas trop m'avancer, mais dans tous les cas, nous on le rendra disponible sur nos réseaux sociaux, voilà. Pas de problème. À quelle adresse en fait? Je ne sais pas vous répondre comme ça aussi rapidement, mais déjà vous pouvez commencer par suivre nos LinkedIn à tous les deux, et je pense que vous trouverez les presse dans quelques heures sans difficulté. En tout cas, vraiment merci. Avec plaisir.